Donc là, il s'agit d'un exercice un peu plus difficile. On considère donc l'application phi qui vient composer à gauche et à droite une application linéaire donnée par deux applications qui sont fixées à l'avance, V et W. Donc ça, il faut imaginer que d'un point de vue matriciel, ça correspond à considérer l'application qui a une matrice. On peut écrire l'analogue matriciel. Alors, pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez informel sur les analogues matriciels, mais ça sera le but du prochain chapitre d'établir vraiment une connexion précise. Donc, l'analogue matriciel, c'est je considère l'application qui va de Mn de R, par exemple, dans Mn de R, qui a une matrice M associée à MB. Okay. Application phi, où A et B sont fixées. Okay. Ici, j'aurais pu faire un peu plus général. J'aurais pu prendre, au lieu de prendre des matrices carrées, j'aurais pu prendre des matrices dont les tailles sont compatibles. Ça aurait marché exactement de la même façon que ce qu'on va faire. C'est-à-dire que dans cet exercice, au lieu de considérer UV et W qui appartiennent tous à L de E, j'aurais pu imaginer une situation un peu plus générale. Une généralisation possible. Généralisation. Ça serait que je considère E, F, G et H des espaces vectoriels. Et ici, je me donne W. Et ici, je me donne. Alors, je me donne W. Je me donne V. Et je peux considérer l'application phi qui va des applications linéaires de F dans G et qui à petit u associe W, puis U, puis V. Et ça me fait une application qui va de E dans H. Okay, j'aurais pu considérer cette situation un peu plus générale. Les résultats auraient été exactement similaires. Tout ce qu'on va faire marche. Alors, évidemment, première remarque, phi est linéaire. Phi est linéaire. Donc là, je prends le phi de l'exercice, c'est-à-dire phi qui va de L de E dans L de E, qui a U associe V, U, W. Cette application-là est linéaire. Alors, allons-y. On veut montrer que phi est égal à 0 si et seulement si j'ai V qui est égal à 0 ou W qui est égal à 0. Alors, le sens droite implique gauche et OK. Okay. Si j'ai V qui est égal à 0 ou W qui est égal à 0, c'est bon. Et donc maintenant, on va supposer alors on pourrait supposer phi égale 0 et montrer que V égale 0 et W égale 0. On va plutôt faire une contraposée. Faisons une contraposée. IE, on suppose que V est différent de 0. À ce moment-là, je vais tout de suite me fixer un vecteur X appartenant à E tel que V de X est différent de 0. Et on suppose que W est différent de 0. Donc je vais tout de suite me fixer, on va l'appeler A, appartenant à E, tel que W de A est différent de 0. Et donc, a priori, on cherche U
tel que phi de u est différent de 0. On cherche u tel que phi de u soit différent de 0. Alors, ici, phi de u, c'est un endomorphisme. Puisque, je vous rappelle, notre but, c'est, on veut montrer que phi est non nul. Alors, on peut rapidement faire une sorte de brouillon, une sorte de brouillon analyse-synthèse. Brouillon analyse-synthèse. Donc, qu'est-ce que ça va être que phi de u? Phi de u, c'est l'application qui va de E dans E, qui prend, alors ici c'est un petit peu maladroit de l'avoir appelé x, je vais l'appeler x0. Les notations sont très mal choisies quand on va voir ce qui va se passer à la fin. A priori, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on va faire ça comme ça. Donc phi de u, c'est l'application qui a x associe, eh bien, v de u de w de x. On a naturellement envie de voir ce qui va se passer. Ici, on a w de a qui est différent de 0. On a w de a qui est différent de 0. Donc, on va avoir phi de u appliqué à a, ça va être égal à v de u de w de a. Et on aimerait bien que ça soit non nul. Notre but, c'est, on veut que ça soit non nul. Et la seule façon pour que ce soit non nul, a priori, c'est, on sait que v de x0 est non nul. C'est notre hypothèse. Si on regarde en arrière, on a bien v de x0 qui est non nul. Donc, ça serait bien, et c'est vraiment comme ça qu'on résout l'exercice, ça serait bien si on avait eh bien, u de w de a qui était égal à x0. Comme ça, on aurait automatiquement le fait que on aurait alors phi de u appliqué à a serait égal à v de x0. Et donc là, finalement, on utilise un résultat qu'on a démontré il n'y a pas longtemps, c'est que à chaque fois que j'ai un vecteur non nul, je peux trouver, je vais écrire ça ici, or, pour tout x non nul et pour tout y élément de E, il existe f une application linéaire, un endomorphisme de E, tel que f de x est égal à y. Et je me souviens que c'est Léandre qui avait démontré ça dans un des groupes. D'autres groupes, je ne sais plus ce que c'est. Je peux toujours trouver un endomorphisme qui envoie un vecteur non nul. Ici, l'hypothèse non nulle est importante. Ou y, peu importe. C'est terminé. C'est terminé. La synthèse. Eh bien, soit U appartenant à L de E, tel que U, alors U, il mangeait, si ma mémoire est bonne, il mangeait du W de A. Et on veut qu'il envoie W de A sur le vecteur, si ma mémoire est bonne, X0. Et donc, soit U un endomorphisme de E, tel que U de W de A égale X0. C'est possible, car W de A est non nul. On a alors que phi de U, quand on l'applique
à A, c'est égal à V de U de W de A. Mais U de W de A, d'après ce qu'on vient de dire, est égal à x0. Donc, phi de U de A est égal à V de x0, qui est non nul. Donc, phi, donc nécessairement, phi de U, qui est un endomorphisme, parenthèse, n'est pas nul, n'est pas l'endomorphisme nul. Et donc, on a bien montré que phi est non nul. Et donc, on a bien montré l'équivalence. Donc ça, c'est une solution qui est assez naturelle. Évidemment, lorsqu'on met en place cette analyse synthèse, on est vraiment en train de décortiquer qu'est-ce qu'on veut. Et quand on décortique, c'est-à-dire quand on va au contact de la question qui nous est posée, naturellement, on voit apparaître l'un des exercices qu'on avait corrigé il y a à peu près 10 jours. Donc là, j'aimerais savoir s'il y a certains d'entre vous pour qui ça s'est exactement passé comme ça. Ils ont décortiqué l'exercice comme je viens de le faire devant vous et ils se sont rendus compte, ah mais oui, ça on l'a démontré il y a 10 jours, si j'ai une application linéaire, je sais que je peux trouver une application linéaire qui envoie un vecteur donné sur un autre vecteur donné, à condition que le premier vecteur soit non nul. Alors, levez la main ceux pour qui ça s'est passé comme ça. Ryan lève la main, ça s'est passé comme ça pour Ryan. Okay. Chloé, ça s'est aussi passé comme ça. Donc là, effectivement, la difficulté, c'est de vraiment rentrer. C'est un exercice difficile, doublement cranté. Il y a des applications d'applications linéaires. Julien, Gaspard et Bastien, voilà, Raphaël ont vu ça. Donc, c'est un exercice difficile, mais si on prend les choses méthodiquement, en le décortiquant, en voyant qu'est-ce qu'on veut démontrer, ça tombe relativement tout seul. Alors, on va passer à la question 2 maintenant. Ok, Léandre aussi a levé la main. Alors, la question 2, j'aimerais voir qui a réussi à faire cette question-là. Levez la main. Léandre a réussi à le faire. Très bien. Alors, vous avez donné… En fait, monsieur, je ne suis pas sûr d'avoir réussi. Okay. Alors, je vais corriger cet exercice. Alors, idée. Je vais considérer mes différents espaces. Donc là, j'ai une première application. Donc, tout ça, c'est des E. Et j'ai une première application par laquelle je compose, c'est W. Et ensuite, j'ai une dernière application par laquelle je compose, c'est V. En fait, et puis, au milieu, on met du U et on récupère une application comme ça qui va de E dans E qui est égale à W, puis U, puis V. En fait, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que W envoie une partie de l'espace sur 0. Donc, tout ceci est envoyé sur 0. C'est le noyau de W. Alors, ici, je vous mets en garde. Ce genre de dessin, c'est uniquement au brouillon. Si vous faites ça sur une copie, soit vous êtes super fort, et auquel cas, vous ne faites pas le dessin, vous faites juste la formalisation, soit vous faites juste le dessin, mais vous ne faites pas la formalisation, et c'est éliminatoire. Okay. Donc moi, je vous fais le dessin pour vous montrer ce qui se passe, mais vous ne pouvez pas vous faire le dessin sur une copie. Sur le brouillon, vous pouvez le faire. Donc ici, nécessairement, quand je vais composer, okay, ça c'est phi de U, eh bien nécessairement, phi de U va être nul sur ker de W.
Donc déjà, je sais que phi de u ne peut pas faire n'importe quoi. Elle est nécessairement nulle sur ker de w. Mais en revanche, peut-être que sur le reste, elle peut faire n'importe quoi. Donc le reste, je vais lui donner des noms. Je vais appeler ça E1, E2, etc., ER. J'imagine que j'ai trouvé une base d'un supplémentaire de ker de W dans E. Et j'ai évidemment R qui est égal au rang de W. R est égal au rang de W par la formule de rang. De même, V ne peut pas faire n'importe quoi. V rentre nécessairement là-dedans. Ça, c'est l'image de V. Et nécessairement, V rentre dans cet espace. Donc, de même, phi de U ne pourra jamais rentrer dans l'espace restant. Okay, cet espace-là ne peut pas être atteint. Et ici, je vais me fixer aussi quelques notations. Je vais appeler ça. Je vais prendre une base de IU, F1, F2, etc., Fp. Et P, ici, c'est évidemment égal au rang de B. Et donc, l'idée, c'est que ces applications-là, en fait, l'idée, je vais l'écrire, l'idée, c'est que phi de U n'est contrainte que par ceci. N'est contrainte que par ceci. IE par la contrainte que le noyau de phi de U contient nécessairement, est forcément plus gros que ker de W. Et deuxièmement, l'image de phi de U est nécessairement incluse dans l'image de E. Donc l'idée, c'est que phi de U, n'importe quelle application linéaire qui vérifie ceci, peut s'écrire comme phi de U pour un U donné. Et donc maintenant, je vais définir. Donc, allez, on va partir pour la solution maintenant. Donc, on va considérer S, un supplémentaire de ker de W dans E. Et on considère E1, etc. Alors, dans ma mémoire, c'est ER, E1, ER, une base de S. Et on a S qui est égal à rang de W par la formule du rang. Et maintenant, je vais dire soit F1, Fp, une base de IV. Et donc, on a P qui est égal à rang de V. Monsieur, c'est peut-être dim S. C'est R qui serait égal à rang de oméga. Oui. Merci. Merci. R qui est égal à rang de W et P qui est égal à rang de V. Ok, donc on va souligner ça, c'est une donnée intéressante. Donc on a une base de S et on a une base de IV. Et donc, ce qu'on va démontrer, alors maintenant, on va considérer pour I compris entre 1 et R et J compris entre 1 et P, on note phi indice IJ, l'application
linéaire, l'endomorphisme de E, défini par, eh bien, défini par phi I J de EI est égal à FJ. Donc, j'envoie le IM vecteur du supplémentaire du noyau sur le JM vecteur de l'image de V. Et partout ailleurs, je fais 0. Phi J de EI' est égal à 0. Si I' est différent de I. Et phi IJ, quand je le restreins à ker de W, est égal à 0 aussi. Ça, d'après ici, ça, c'est défini de façon unique mon application linéaire. Et donc, la première chose que je vais montrer, alors, premièrement, on a que la famille des phi IJ est libre. Bon, ça, c'est assez facile à démontrer. Donc, je vous laisse en exercice. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on le montrera. Mais ça va être plus intéressant de montrer déjà, on va montrer maintenant que phi IJ est bien dans l'image de phi. Autrement dit, on va montrer que pour tout i et pour tout j, il existe un endomorphisme U tel que phi IJ, ça soit bien phi de U. Là, on peut faire rapidement une petite analyse, voir ce qui se passe. Donc, phi IJ alors, phi IJ, elle n'est pas comme ça. Phi IJ, elle est comme ça. Et donc, phi IJ, là, j'ai W, et là, j'ai V. Là, j'ai mon premier vecteur EI, et je sais que ce vecteur-là est envoyé sur W de EI et non nul. Pourquoi? Parce que EI n'appartient pas à ker de W. Car EI n'appartient pas à ker de W. Et au final, je veux retomber sur FJ. Okay, et FJ, je sais qu'il appartient à l'image de V, donc ça, je peux écrire que c'est V de quelque chose. Je vais écrire que c'est V de GJ. Okay, donc ici, je sais qu'il existe GJ appartenant à E, tel que V de GJ est égal à FJ. Okay, ça, c'est car FJ appartient à l'image de V. Voilà. Et donc maintenant, je cherche un U. Je cherche un U ici qui me permettrait de tout reconnecter et qui fasse 0 partout ailleurs. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais dire, on a W de EI qui est non nul. On complète W de EI en une base de E. Et on définit U par U de W de EI est égal à GJ et U est nul ailleurs.
Et donc, je veux montrer que ça marche. Alors, ici, j'ai l'impression que je vais avoir un problème. Donc, je vais avoir EI. Alors, j'ai bien phi, donc je vais vous montrer. Hein. Bon, on va voir si ça marche. Ok, donc, a-t-on, puis si ça ne marche pas, on comprendra ce qui se passe. A-t-on phi de U? Mon U, il est défini comment? Mon U, il est défini ici. On définit U par cette relation-là. A-t-on phi de U qui est égal à phi I J? Il suffit de le vérifier sur une base. Vérifions-le sur une base. Alors, on a phi U. Donc, phi U de EI, ça marche. Alors, phi U sur ker W, c'est égal à W rond U rond V sur ker W. Et ça vaut 0. Car je suis sur ker W. Donc maintenant, je dois le vérifier sur les autres I. Donc on va prendre I' compris entre 1 et R. Et donc, on va calculer phi U de EI'. Donc, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher ce que j'ai. Je vous explique pourquoi ça ne va pas marcher en 2 mots. Alors, ça va marcher sur EI. Okay. Eh bien, phi U de EI, qui est égal par définition à V rond U rond W de EI. W de EI, ça j'ai dit que c'était égal. W de EI, c'est égal à W de EI. Et j'ai envoyé W de EI, j'ai envoyé sur GJ. Donc ça, c'est égal à V de GJ. Et V de GJ, par définition, c'est égal à FJ. Donc j'ai bien, donc on a bien phi U et phi J qui coïncident sur ker W et sur vect de EI. Mais ça ne va pas marcher pour les autres I. Pourquoi? Parce que je veux que sur les autres I, ça fasse 0. C'est la définition de phi J. Mais ici, je pourrais très bien avoir un autre E' qui pourrait être envoyé éventuellement sur le même ici WEI. Et donc, il serait lui-même envoyé sur GJ qui sera envoyé sur FJ. Et donc, ça ne marche pas. Alors, en fait, ce n'est pas possible qu'il soit envoyé ce E' sur le même WEI, mais il pourrait être envoyé finalement sur un autre vecteur. Et quand je décompose ce vecteur dans la base dont le premier vecteur est W de I et que j'ai complété, j'aurai une composante non nulle de l'image de EI' dans cette base où j'ai WI comme premier vecteur et ensuite quelque chose d'autre. Et donc, comme la composante serait non nulle sur W
de EI, j'aurai une composante GJ qui serait non nulle et je ne serais pas envoyé sur 0. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour régler ce problème. Donc, solution du bug. Solution du bug, et bien tout simplement, on sait que W, quand je le restreins à S et que je le restreins à im de W, c'est un isomorphisme. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Et donc en particulier, je sais que l'image de WE1, l'image de WE2, etc., l'image de WER est une base de im de W. Et donc, en fait, c'est plutôt cette base que je complète. Je complète cette base. Je complète cette base en une base de E. Et je fais exactement ce que j'ai fait précédemment. Et alors, quand je vais regarder l'image, et je terminerai là-dessus, quand je vais regarder l'image de EI', donc EI' va être envoyé sur, cette fois-ci, W de EI', et par définition de U est uniquement non nul sur W de EI et nul sur tous les autres vecteurs. C'est ce qui est écrit ici. Donc, nécessairement, U va être nul sur W de EI', et donc quand je compose le total, je vais bien avoir que phi de U va envoyer EI' sur 0. Okay. Donc ça montre, conclusion, on a montré que pour tout IJ, phi IJ était bien dans l'image de phi. Et il reste à montrer que image de phi est bien égale à vect de phi IJ. Mais ça, c'est pas très compliqué. Okay. Donc, je prends en fait, je considère U un endomorphisme et il s'agit de montrer que phi de U peut s'écrire comme la somme des lambda IJ fois phi IJ. Okay. I compris entre 1 et R et J compris entre 1 et 2. Et ça, c'est juste de la linéarité. Hein, on vérifie que ça marche. Et donc, les coefficients, ça va être les coefficients des différentes bases E1, EP, etc. dans les différents vecteurs. Donc ça, je laisse aussi en exercice. Voilà. Donc, j'ai été assez... j'ai donné plutôt des pistes de solutions. Je n'ai pas fait une solution complètement détaillée, mais voilà l'idée de cette. Et donc, comme on a trouvé une base de im de U, on a bien trouvé le rang de im de phi, on a trouvé le rang de phi. Voilà, exercice assez difficile. Donc, ici, je ne l'ai pas corrigé entièrement. Comme ça vous laisse du travail. Ça laisse du travail pour les meilleurs, pour ceux qui veulent essayer de faire cet exercice. Alors, OK, ils ont compris l'idée. Et donc, maintenant, il s'agit de essayer de le refaire soi-même. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à 15 h. Bon appétit. Merci, monsieur. Merci.